J'ai toujours eu la mort à côté de moi, en toutes choses. Dans les transports, les wagons à bestiaux, là où nous étions, il y a deux petites ouvertures de chaque côté. Alors il y avait les hommes qui regardaient là. Et puis un jour, ils se sont aperçus, quand on traversait les gares, que c'était plus les gares françaises, que c'était des noms allemands. Alors là, l'atmosphère commençait à être différente. Mais là, tout le monde était déjà fatigué. Et là c'est la première fois que moi, je me suis évanouie. Ça, c'était la première fois, mais ça devait être de la chaleur, la promiscuité, on était serrés, c'était des conditions vraiment très, très, très pénibles. Quand on était en quarantaine, la Slubova, elle a fait venir tous les mères avec les enfants, et puis elle a dit que les enfants jusqu'à 14 ans lèvent le doigt, ou le bras, je ne sais pas. Et moi, je venais juste d'avoir 14 ans. Je suis née en juin, et ça s'est passé au début août. Alors j'ai levé le bras. Et ça a été ma chance. Là, ça a été ma première chance. C'est là où j'ai été considérée comme enfant. Après, c'est moi qui ai vu ce que je pouvais faire. J'étais avec des mamans qui s'occupaient de leurs enfants, dont moi j'étais là, pourquoi et comment, puisque j'étais seule. Donc très vite, j'ai pris conscience qu'il fallait que je compte que sur moi. Si je ne faisais pas attention à moi, eh bien, je ne serais pas là en train de vous parler. Parce que j'ai vu qu'autour de moi, personne ne faisait attention à moi. Au contraire, peut-être qu'on me poussait, qu'on me faisait... Bon, mais alors j'ai dit non. Il faut que je pense d'abord à moi, il faut que je vois, que je m'oriente. Et encore, j'ai eu la chance de rencontrer une personne, là-bas, j'en parle d'ailleurs, Mimi, qui m'a considérée comme sa fille, qui m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Elle me connaissait indirectement. Et c'est la seule qui vraiment s'est penchée affectueusement sur moi. Remarquez, dans un sens, c'était peut-être normal que les mères protégeaient leurs enfants. C'était normal. Mais moi, je sentais un vide. Je me sentais seule. Et c'est épouvantable quand vous vous sentez seule. J'ai toujours eu quelque chose qui a joué avec la mort. J'étais avec Mimi, et puis le couvre-feu, la sirène a sonné. Et j'ai pas eu le temps d'aller dans mon bloc. Alors une capot, je sais pas quoi, m'a prise et m'a mis dans une baraque. Et là, elle m'a indiqué où j'allais me coucher. Bon, j'ai dormi toute la nuit. Et le matin, bon, je ne vous raconte pas comment, je me suis aperçue que j'avais dormi toute la nuit à côté d'une morte. Voilà. Et ça a été la première fois. J'ai toujours eu la mort à côté de moi. En toutes choses. Il y avait là, et puis à Bergen-Belsen, alors là, n'en parlons pas. À Bergen-Belsen, je vivais avec les morts. Quand
les Russes ont commencé à avancer et qu'on a vidé tous les camps de l'Est, c'est là où ils ont commencé, on a parlé, cette marche de la mort. Il y a eu des personnes, plein de déportés qui sont arrivés à Ravensbrück. Et Ravensbrück ne pouvait pas contenir autant de personnes. Alors on a vidé ce qui était à Ravensbrück. On nous a mis dans un train à ciel ouvert. Voilà, on est parti là pendant un certain temps. Après, on nous a fait descendre et on a continué à pied. Quand vous arriviez, il y avait une odeur indescriptible. Une odeur, vous ne saviez pas d'où ça venait. Enfin, on l'a vu après, ce sont les fours crématoires qui, nuit et jour, crachaient leur fumée. Quand on était dans la grande pièce, quand on nous a fait déshabiller, et quand les stubos ou les capots, je ne sais plus, c'est plutôt les capots qui nous amenaient là, quand elles ont commencé à dire on va vous donner du savon et vous allez aux douches. Douche, on savait, parce qu'on savait tout ce qui se passait à Auschwitz, ailleurs. Là, enfin pour moi, j'ai dit ça y est, cette fois-ci c'est fini. Douche, c'est pas de l'eau, c'est du gaz. Donc ma vie est terminée là. J'étais sûre, là, quand on est allé dans cette salle, j'étais sûre d'aller à la mort là. Et là, ça a été fini. Je n'ai pas pu pleurer pendant même des années après. Ça m'est toujours resté dans les yeux. Aucune larme. Je n'ai pu verser de larmes. Et quand les Anglais sont arrivés, je pense que s'ils étaient arrivés une semaine après, je n'aurais pas survécu. Ils sont rentrés et je pense qu'ils n'ont pas su nous soigner parce que nous étions des grands malades. Nous n'avions pas mangé, nous n'avions pas bu depuis je ne sais plus combien. Ils ont été effarés de voir ça et ils nous ont donné une soupe qui est vraiment, je ne sais pas comment un médecin a eu l'idée de nous donner ça. Enfin, j'en parle parce que moi qui avais supporté pendant tout le temps, je n'avais même pas eu un seul rhume. Et là, avec cette soupe, il y avait tout était tombé en bas. Là, c'était le gras et tout ça. Mais j'avais tellement faim, je m'étais précipitée. On m'avait donné dans une gamelle là. Et puis le lendemain, le soir, ça a été rapide. J'avais une dysenterie, j'étais malade comme je ne sais pas quoi. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que peut-être 80% des personnes qui étaient vivantes à Bergen-Belsen, à la libération, quand les Anglais sont arrivés, sont décédés par les mauvais soins qu'on nous a donnés. Je voulais effacer ça de mon esprit. Je ne voulais pas en entendre parler. Et puis surtout, quand on est rentré, on n'a pas voulu nous écouter, personne. On disait c'est pas possible. Si ils racontaient que c'était si mauvais, comment ça se fait qu'ils en sont revenus? Et moi, c'était pareil. Comment une enfant est revenue? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et ça a toujours été ça, sous-entendu. Papa ne m'a pas questionné. Lui, il venait de perdre son père et sa mère. Hein. Et maman, elle a eu la chance. Elle avait combien de frères? Elle avait 3 frères. Et les 3 étaient restés vivants.
Donc, comme ça, quand elle parlait, comme ça, et quand je voulais lui parler, elle me disait « Mais non, toi, tais-toi. Les Juifs français n'ont pas souffert, pas comme les Juifs polonais. » Donc, si vous voulez, je me suis tue. Et puis, à l'extérieur, on ne voulait pas nous entendre non plus. C'était une période où De Gaulle voulait remonter le moral des Français et ne parlait que de la résistance. Le jour de la libération de Paris, vous aviez 99% de résistants. Les autres, non. C'était pas... Bon, en fait, c'était comme ça. Donc, les Juifs, on n'en parlait pas.